Moi, la fraude, elle est prête pour la saison complète. C'est ça, c'est l'arbitrage. Voilà. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Comme chaque semaine, c'est un bonheur de vous retrouver pour parler de notre football, celui qu'on aime évidemment, avec des chroniqueurs toujours aussi piquants que délicieux. Le grand retour de notre ami Xavier. Comment ça va, mon Xav? Ça va pas mal, et toi, ça fait aujourd'hui? Très bien, très bien. Je suis content. Derrière toi, il y a notre ami Marco Cana et son maillot. Ouais. Je sais que tu l'aimes beaucoup, donc peut-être que ça va te porter mais chance. son maillot d'Anderlecht m'a signé aussi à la maison. Ah ben voilà, décidément. On va en parler d'Anderlecht aujourd'hui. On va évidemment évoquer le topper qui était un match très très important. On parlera également de l'Union Saint-Gilloise face au Standard. Et puis la défaite, encore une défaite pour le Sporting Charleroi. Thomas, comment ça va? Très bien, mis à part mon dégradé, je m'excuse auprès de tous les téléspectateurs, pardon. On m'a fait un massacre hier, j'ai dû changer de barbeur parce que ça fait 4 ans que j'étais chez lui, il a fait faillite. J'étais chez un autre et là, franchement, c'est désolé pour ça. Enfin, Thomas au quartier, c'est la Hesse. Voilà. J'ai honte d'être ici. Aïe, non, il faut être fier d'être ici, évidemment, plaisir, évidemment, d'accueillir notre invité aujourd'hui, Cédric Forêt. Comment ça va, mon Cédric? Ça va, merci. Très bien. Comment te présenter? Parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes, en tout cas, à ton palmarès qui peuvent coller à vous, amateurs du football belge, mais également aux gens qui aiment le football français. Passer par, bien sûr, formé du côté de Toulouse, passer par le Stade de Reims, le Royal Antwerp Football Club, le Sporting Charleroi, l'Union Saint-Gilloise. Tu es l'invité parfait pour parler de football belge, mon cher Cédric. Voilà, bien sûr. C'est merveilleux. Oui, un invité parfait avec un accent du Sud, voilà. Voilà, c'est parfait, voilà. Mais on aime ça, le Sud. Non, c'est bien. On prend du plaisir ensemble. Voilà, c'est magnifique. Voilà. C'est bien. Tu es entraîneur aussi de l'UR Namur. Oui, depuis un peu plus d'1 an. Donc voilà, on était en D2 amateur l'année dernière, on est monté en D1 national. Donc ça se passe bien pour l'instant. Donc voilà, à part que on a fait un mauvais résultat ce week-end, mais sinon dans l'ensemble c'est assez satisfaisant, quoi. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur. On viendra bien sûr sur ta carrière parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous nous avez posé énormément de questions sur Cédric Forêt, comme quoi sa venue fait vraiment plaisir et c'est super que tu sois avec nous. Cette transition joueur-entraîneur, tu l'as vécu comment? Est-ce que c'est quelque chose qui était tout à fait naturel pour toi? Il y a des efforts que tu as dû faire. Comment tu l'as perçu? À la base, je voulais pas être entraîneur. Et donc, à la fin de ma carrière, je suis parti faire une pige en Andorre pendant 1 mois. Et pour jouer le tour préliminaire de Ligue des Champions, le premier tour préliminaire de Ligue des Champions. Et après, je devais être entraîneur adjoint à Luzenac. Et en fait, donc, je suis parti en Andorre, j'ai fait mon petit truc là-bas, et puis j'ai commencé à être entraîneur adjoint. Et parce que c'est ce que je voulais, être entraîneur adjoint. Je voulais pas être entraîneur principal. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je prenais du plaisir et les joueurs étaient proches de moi. Et avec l'entraîneur, ça s'est pas très bien passé, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté et je suis remonté en Belgique. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit pourquoi pas passer mes diplômes et devenir entraîneur, parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti à moi, que j'avais apprécié. Donc voilà, donc j'ai passé mon UFAA et aujourd'hui j'entraîne Namur. Alors tu es un grand fan de Liverpool, du coup ton modèle c'est plutôt Jürgen Klopp? Oui, j'aime bien ce qu'il fait, je regarde souvent ce qu'il fait et c'est sûr que voilà, comme on dit, il faut toujours apprendre des plus grands et il fait partie des plus grands, donc je m'inspire un peu de lui. Après, il y a aussi Guardiola, il y a Nagelsmann. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais j'aime bien aussi le coach de l'Union. Je regarde comment Alexander Blessing. Voilà, comment il fait un peu tactiquement par rapport au match et tout. Donc voilà, il faut essayer de prendre un peu de partout. C'est-à-dire que ta philosophie, c'est plutôt du gegenpressing. C'est-à-dire que si on parle vraiment de ballon et de construction, tu préfères avoir des défenseurs qui savent relancer et partir très très rapidement vers l'avant en récupérant le ballon et en se projetant directement. C'est ça un peu ton football. Oui, c'est ça mon football. Je veux dire, pour moi, il y a une chose qui est importante dans le football, c'est les transitions quand on perd et quand on récupère le ballon. Parce que quand on perd, on n'est pas en place, et quand on récupère le ballon, l'équipe adverse n'est pas en place. Donc c'est là que les moments clés, je veux dire. Mais après aussi, c'est surtout quand on perd le ballon, il faut avoir une réaction, peu importe le joueur qui soit
qui perd le ballon, mais le plus près de l'action doit empêcher l'adversaire de prendre la vitesse. Donc il y a plein de petites choses comme ça, quoi. Oui, et tu parlais tout à l'heure d'Alexander Blessin. Il était attaquant du côté des Stuttgarter Kickers. Maintenant, il est devenu entraîneur. Est-ce qu'être entraîneur, en ayant été attaquant professionnel auparavant, ça change la perception du football? Est-ce que, en tant qu'attaquant, on voit le football autrement que si, par exemple, on avait pu être un milieu de terrain? Je pense tout de suite, évidemment, à Thiago Motta et sa grande réussite du côté de Bologne cette saison. Est-ce qu'on a une philosophie de football autre quand on est attaquant? On pense différemment. Je pense qu'on est plus visualisé, voilà, ouais. On est plus offensif. Mais là, il y a une chose qui est importante, c'est que quand on est entraîneur, il faut pas viser que le côté offensif. Il faut vraiment être global dans la façon de voir les choses et je pense que c'est important, quoi. Ouais, évidemment. Parole de supporter, bien sûr, tout de suite. On vous a posé, eh bien, la question suivante sur X, anciennement appelé Twitter. Évidemment, à quoi pensez-vous quand on vous parle de Cédric Forêt? Messieurs, on va aussi vous donner le temps, l'opportunité de poser quelques questions à Cédric. C'est un bonheur de l'avoir avec nous. Donc, c'est aussi chouette que vous puissiez poser quelques petites questions. On a le compte Reims VDT qui nous pose une question suivante. Depuis son départ, le Stade de Reims n'a jamais réussi à remplacer Cédric Forêt, jamais remplacé par un buteur aussi efficace que Cédric, mais aussi sur la durée. Penses-tu qu'il est encore possible pour Reims d'avoir aujourd'hui un buteur qui marque et qui reste au club? Ouais, c'est compliqué. Ils ont eu Balogun qui était prêté, il a marqué, il a fait une belle saison, il est parti. Je veux dire, aujourd'hui, il faut aussi remettre le contexte. Moi, j'étais en Ligue 2, National Ligue 2, donc j'étais pas en Ligue 1. Malheureusement, j'ai pas pu y aller. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on est un club comme Reims, il y a deux solutions. Soit on affiche les ambitions en disant que dans les prochaines saisons, on va essayer de jouer le top pour aller jouer l'Europe. Et dans ce cas-là, il faut prendre un attaquant, mais un attaquant qui met des buts aujourd'hui, ça se paye. Ouais. Et donc, est-ce qu'ils ont les moyens pour mettre 15, 20, 25 millions dans un attaquant pour voilà, une valeur sûre. Et s'ils en trouvent un qui marque, on l'a vu avec Etiquité ou Balogun, dès qu'il y en a un qui marque, il s'en va. Ouais. Parce que aujourd'hui, il y a des clubs bien plus grands que Reims qui ont les moyens d'attirer les joueurs, quoi. Thomas, c'est en somme ce que disait Will Steele dans son interview aux médias anglais The Athletic. Il y a un souci lié au recrutement qui fait que il doit pouvoir aussi savoir renforcer son équipe pour jouer les places européennes. Et parfois, quand on lui enlève quasiment son meilleur joueur, c'était Matuziwa, qui a quitté le club pour rejoindre Rennes. Là, ça pose un problème. La direction n'achoppe pas au niveau de la mentalité ou surtout de l'ambition. C'est ça qui manque au Stade de Reims. C'est l'exemple parfait que je vais donner après ce que je vais dire. Quand tu parles de Matuziwa, en fait, le club du Stade de Reims, c'est un club achat-revente. Donc en fait, ils achètent et c'est dans l'objectif de le revendre par la suite. Et c'est ce qui a été le cas avec Matuziwa parce que en soi, c'est un joueur, ça fait 2-3 ans qu'il était là et ils l'ont vendu à Rennes alors que Rennes, on va pas se mentir, enfin c'est pas exactement le même niveau, mais c'est un peu sur la même lignée dans les ambitions. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, mais c'est juste le fait de pouvoir le vendre qu'ils ont accepté alors qu'ils auraient parfaitement pu le garder avec l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Ils auraient pu aller bien loin. Après, maintenant, ils ont quand même une équipe assez étoffée. Ils ont des jeunes joueurs qui peuvent parfaitement le remplacer. Ils ont pas recruté de joueurs si ce n'est Stambouli, mais c'est pas vraiment du même calibre que Matuziwa, je pense. Donc non, c'est un peu un problème du côté de Reims, mais ça c'est connu depuis des années. Reims, c'est juste l'argent qui compte. Reims VDT nous pose une nouvelle question, mais cette fois-ci elle a trait plutôt à toi et à ta carrière. Fait-il encore des cauchemars d'avoir été mis dehors du Stade de Reims pour être remplacé par le buteur de l'ennemi Sedan, Fauvergue, entre parenthèses, alors qu'on montait en Ligue 1 en 2012? Ça, c'est la fameuse question, ça. Non, oui. C'est ta petite épine dans la chaussure. C'est le petit caillou. Je veux dire, c'est eux qui doivent faire des cauchemars. Hein, ouais. Parce que, voilà, bon, moi, Nicolas, je le connais, j'ai rien contre lui. Mais, quand c'est un peu si demain, il y a un joueur du Standard qui part en Anderlecht, ou, voilà, c'est la même chose. Mais je savais avant la fin de la saison que le club n'allait pas me garder, même malgré les belles paroles qu'on m'avait données. Et parce qu'ils avaient déjà contacté Fauvergue. Je l'avais su par Vincent Grani, qui était à Sedan à cette époque-là, et qui m'en avait informé. Et non, j'en fais pas des cauchemars. C'est sûr que je regrette un petit peu, voilà, que le club m'ait pas donné cette opportunité de connaître la Ligue 1 avec le Stade. Hein, t'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 33 ans. Okay. J'avais l'âge du Christ. Ça faisait 33 ans que le club n'était pas monté en Ligue 1. Ouais. Dans ma 33e année, on monte en Ligue 1, donc c'était un signe. Ouais, clairement. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été déçu
Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Après, je suis parti à Guingamp, ça s'est très bien passé. Et si j'étais resté à Reims, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas connu la Belgique. Donc, l'un dans l'autre, il faut jamais regretter quoi que ce soit dans la vie. Et aujourd'hui, je regrette pas, quoi. Une nouvelle question de Tom maintenant qui, justement, pour aller dans ce que tu es en train d'expliquer, est-ce que tu as un avenir, penses-tu, avoir un avenir dans le stade rémois? C'est dans le staff rémois, pardon. C'est ce qu'explique Tom. Il te pose la question. Je vais être très clair, non. Parce qu'aujourd'hui, je devais y être peut-être déjà. Parce que l'année où David Guillon a fait monter le club en Ligue 1, il l'a fait remonter. Le président Caillot m'avait dit, si on monte en Ligue 1, je te prendrai dans le staff. Ils sont montés en Ligue 1 et je suis ici. Donc, il m'a pas pris et puis voilà. Donc, je veux dire, faut jamais rien attendre de qui que ce soit et il faut aller se le chercher tout seul parce que dans la vie, je connais pas beaucoup de gens qui te donnent les choses pour arriver à tes fins, quoi. Ouais, évidemment. Alors quand on pense bien sûr à Cédric Forêt du côté du Stade de Reims, on pense bien évidemment, et ça c'est Babat qui nous le dit, à son magnifique but face à 3 à Delaune lors de la saison 2011-2012. C'est une reprise de volet ciseaux exceptionnelle dans la surface de réparation. C'est certainement aussi ce genre de but qui construit l'image de légende ou en tout cas de joueur important parce que on nous le dit très clairement, on nous le dit quand on pense à Corentin Fell, nous le dit, son départ, l'état de la montée, si déçu de ne pas faire l'effort pour le conserver, nous savions ce qu'il avait apporté au club et qu'il aurait tant mérité de jouer en Ligue 1 à Delaune. Merci Cédric Forêt, t'es l'idole moderne de ce club. Ouais, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Après, ça me fait plaisir. Le but de 3, c'est vrai que c'est peut-être je veux dire, la cerise sur le gâteau de tout ce que j'ai fait à Reims. Voilà, maintenant, à chaque fois que j'étais dans un club, j'ai essayé de donner le maximum. J'ai jamais triché. Et à Reims, oui, c'est vrai qu'il y a eu ce petit truc en plus, où j'ai fait 6,5, j'ai mis 95 buts, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est bien, tu dis plus 95, maintenant, tu dis exactement la même réflexion, mais pas juste que ça fait 10 ans que je suis en Belgique, donc je m'adapte. Mais, non, c'est sûr que, voilà, je suis arrivé, le club était en reconstruction, on a réussi à faire de belles saisons, il y a eu ce moment un petit creux là où on est redescendu en National 1, mais j'étais parti au Havre 6 mois et puis j'étais revenu. Voilà, et aujourd'hui la nouvelle génération n'a pas connu Copa, n'a pas connu Fontaine, Bianchi, parce que eux par rapport à moi, je suis très petit par rapport à eux, hein. Mais quand on m'élève à leur niveau, c'est un plaisir et c'est une fierté pour moi. On m'avait envoyé une photo, il y avait un tifo derrière le but, il y avait Jonquet, Copa, Fontaine et Forêt. Et pour moi, on me met au Panthéon là, donc c'est vraiment une fierté et quand je jouais, c'était pour avoir entre guillemets ce retour-là des supporters. Voilà. Et ça me fait plaisir que les gens me mettent au niveau de l'idole des autres, quoi, de cette génération. Xavier, je t'ai vu sourire. C'est vrai que c'est chouette de le voir. Enfin, même pour un joueur, ça doit être, après, comme il le dit, ça doit être cool que les supporters se mettent au même niveau que des légendes du football français, toi. Donc, rien que pour faire déjà, c'est vrai que ça doit faire plaisir. Et puis, je pense même pour ses enfants et tout ça, qu'on considère son papa comme genre au même niveau qu'un Juste Fontaine ou autre, c'est quand même fou, toi. Surtout en France, Thomas. Bah oui, voilà. moi, pour la petite histoire, j'ai travaillé au Stade de Reims et je connaissais pas grand chose du club quand je suis arrivé. Et vraiment, on m'a souvent parlé de toi. Donc quand j'ai su que tu venais au studio, j'ai dit, ah tiens, ce joueur, j'en ai entendu beaucoup parler. Et le tifo dont tu parles, je l'ai vu aussi en vrai. Donc pour le coup, je sais de quoi tu parles. Bah c'est super. En tout cas, merci d'être avec nous. Plaisir. Vraiment, Cédric, on tenait à te remettre un petit peu, je pense, un petit peu l'église au milieu du village parce que tu n'es pas que l'entraîneur de l'UR Namur. Et aujourd'hui, tu vas aussi devenir un chroniqueur parce qu'on va parler, c'est le moment fort de la semaine, messieurs. Ouais. On va parler évidemment de tout ce qui s'est passé en Jupiler Pro League cette semaine et il s'en est passé des choses. On va commencer bien sûr par le gros morceau, le topper, Club de Bruges, Sporting d'Anderlecht et cette victoire des Mauves. Choix d'homme gagnant de la part de Brian Rimmer, repositionnement tactique payant en seconde période contre les Blauenzwart. Est-ce qu'on a été trop sévère avec l'entraîneur danois, Xavier? Non, pas tellement, je trouve. Enfin, si on est sévère avec lui, qu'au final les résultats, enfin les points qu'il prend parlent pour lui, mais au final je pense pas qu'on peut dire des choix payants. Il a eu entre guillemets de la chance, parce que s'il arrive à ce qu'Aaron ne se blesse pas, Léonie il rentre jamais. Et pour moi, ce qui a vraiment fait la différence, c'est la rentrée de Théo Léonie sur le terrain. Donc toi là, on peut dire ouais des choix du coach, mais pour moi c'est pas un choix, c'était une obligation.
Il est obligé de le faire jouer. Je vois Thomas pensif, moi. Je vois. Non, pas pensif, mais quand tu dis que ses choix, on a été sévère avec lui, je suis plutôt d'accord avec lui, mais moi j'étais sévère dans le sens où j'ai beaucoup parlé de la philosophie danoise, qu'il mettait beaucoup trop danois, mais au final, vers aujourd'hui, Deligny a été absent pendant presque 2 mois. Ça a toujours très bien tourné. Il a quand même repositionné Struikens dans un milieu de terrain et c'est apparemment sa meilleure place dans cet effectif. Et du coup, ouais, non, moi je trouve qu'on a été peut-être un peu trop sévère avec lui. Et la preuve en est aujourd'hui, les résultats sont là. Oui, les résultats sont effectivement là. On le répète, 8 points de retard quand même sur l'Union Saint-Gilloise, mais pas d'Europe à jouer. Cédric, ça aussi, ça peut faire une différence sur une saison. Ça peut faire une différence. Après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, en off, l'Union, ils sont sur 3 tableaux. Et que Anderlecht n'est que sur le championnat. Donc voilà, mais allez, je vais quand même me mouiller un petit peu. Je pense que voilà, le coach de l'Union est un cran supérieur que le coach d'Anderlecht, et je pense que c'est ce qui fera la différence sur la fin de la saison. Même si l'Union est sur les 3 tableaux, on a vu le match qu'ils ont fait en Allemagne. C'est un collectif, tout le monde se bat pour tout le monde, et je pense que ce collectif et la qualité de l'entraîneur feront la différence, et je leur souhaite. Parce que l'année dernière, ils étaient à quelques minutes près, et je leur souhaite cette année d'aller au bout, quoi. Ouais, tu dis Alexander Blessing un cran supérieur par rapport à Brian Rimmer. Qu'est-ce qui, toi, en tant que technicien, te fait penser ça? Qu'est-ce qui, là où il met la... Moi, c'est simple. Le match que j'ai regardé, c'était Union Anderlecht en coupe. Et quand je vois que l'Union, au bout de, je sais pas combien de minutes, prend un rouge, il y a pas eu tactiquement, il y a eu aucune solution, il a cherché aucune solution. Et il a continué à vouloir passer sur les côtés pour mettre des centres, alors que on a bien vu que derrière Borges et tout, il prenait tout de la tête. Et je pense que voilà, il aurait dû peut-être plus passer à l'intérieur et aspirer un peu le bloc et mettre de la profondeur. Et le but, c'est un peu comme ça qu'il marque Anderlecht à la fin, c'est un peu de profondeur. Donc je pense que sur ce match-là, on a vu la différence entre les 2 coachs. Ouais. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui Reimer, la chance qu'il a, c'est qu'il a quand même une somme d'individualité, et qui à n'importe quel moment peut faire la différence. J'ai regardé quelques matchs d'Anderlecht et j'ai regardé quelques matchs de l'Union. Collectivement, l'Union est plus forte qu'Anderlecht. Individuellement, ils sont peut-être plus forts Anderlecht, mais collectivement, l'Union est plus forte. Il y a aussi, pour moi, un changement importantissime dans cette rencontre entre le club de Bruges et Anderlecht, c'est le repositionnement tactique, encore une fois, suite à la blessure de Jari Verskaren d'un certain Theo Leoni, où en fait tout passait par l'axe parce que beaucoup trop offensif. La composition d'équipe de Brian Rimmer, à un moment donné, c'était trop. Il y avait trop d'éléments offensifs et pas assez de joueurs pour faire le travail. Ritz était un petit peu seul sur son île à essayer de gérer Votlesen d'un côté et d'autres milieux de terrain de l'autre, Van Aken qui se baladait partout dans le milieu de terrain. C'était compliqué vraiment pour l'ancien joueur d'ailleurs du club de Bruges de gérer tout dans le milieu de terrain d'Anderlecht. Et puis est arrivé Theo Leoni qui a simplifié quelque part le jeu du Sporting. Et ça aussi, c'est à mettre à l'actif de Brian Rimmer. Clairement, mais après c'est comme il disait Xavier, c'était pas un choix tactique, c'était plus une obligation, on est d'accord sur ça. Et je trouve ça quand même assez dommage parce qu'il y a quelques semaines, Rimmer encore il dit que Leoni il adore sa folie, son style de jeu, etc. Et pendant 3-4 semaines, voire même plus, on l'a plus vu en tant que titulaire. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur milieu de terrain de cette équipe d'Anderlecht. Donc j'espère que maintenant il aura compris, même si les résultats sont là, ils ont été là les résultats, hein, donc on peut pas lui reprocher de pas avoir mis Leoni, mais dans l'animation et dans la qualité tout simplement, Leoni est supérieur à tous les milieux de terrain de cette équipe. Oui, puis ce qui est bien avec le Sporting d'Anderlecht cette année, c'est qu'on sent une véritable identité mauve. Quand on les entend parler, c'est fort. Oui, voilà, vraiment. c'est fort. Dans cette identité-là, il y a des joueurs qui progressent, mais qui ont le cœur mauve. Et ça aussi, ça donne peut-être envie de se déplacer. C'est ce que disait notamment Gaëtan Hendricks la semaine dernière. Quand t'as des joueurs qui font partie de l'ADN du club, quand il y en a d'autres qui viennent d'arriver, ils ont ce qu'on appelle un supplément d'âme, en fait, tout simplement, Cédric. Ce supplément d'âme, quelque part, il est parfois mis de côté dans le football moderne, au profit de la data, au profit des chiffres, au profit du trading, au profit de la vente des joueurs. Mais on voit qu'aujourd'hui, au Sporting d'Anderlecht, c'est peut-être ça qui fait la différence. Mais je pense que c'est ça. De toute manière, on va pas se voler la face. Perdre 1-0 à Bruges, revenir et gagner 2-1, en connaissant le stade de Bruges, le supporter et tout, c'est une belle prestation, une belle performance qu'ils ont fait. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça manque un peu de joueurs comme ça, qui ont ce côté, clubman, qui ont l'ADN du club et qui sont là dans le vestiaire
à envenimer les choses avec les nouveaux, à voilà, les haranguer, comme on dit, et leur faire comprendre l'identité, et puis la passion du club. Et je pense que ça remplacera pas toutes les datas, quoi. Mais dans chaque ligne, je trouve, à Anderlecht, ils ont un joueur comme ça. Dans l'attaque, t'as Hazard qui a toujours voulu jouer pour Anderlecht, donc il arrive à s'identifier à ce club-là. Au milieu de terrain, t'as Verskaren, Léonie et Struiken qui sont 3 jeunes du club. Et en défense, t'as un Vertonghen aussi qui est là pour le club, pas que pour jouer au football. Tu ressens vraiment qu'il c'est le leader. Et aussi, t'as Zeno de Bas qui est aussi un jeune de ce club. Donc je trouve que, en parlant d'identité, je trouve que là actuellement, Anderlecht se retrouve plus dans l'identité au niveau des joueurs que un Bruges aujourd'hui, où j'en ai déjà parlé lors des mois précédents, c'est vraiment des individualités qui jouent que pour leur carrière et pas forcément pour le club. Oui, il y a un bon mixte en fait dans ce Sporting d'Anderlecht entre justement identité anderlechtoise très affirmée dans le club du top 6, c'est certainement, je dirais, le club qui a les joueurs les plus ancrés dans la réalité de leur club, quoi. Tu vois, des Zeno de Bas, tu en as parlé, Vertonghen bien sûr, Theo Léonie, on sent qu'il y a vraiment une patte mauve, et puis à côté, bon, forcément, il y a la politique danoise avec les joueurs danois à côté. Mais quelque part, quand ça marche sportivement, c'est ok, rien dire. Ouais, clairement, surtout qu'on a aussi oublié Sardella, qui est aussi, donc au final, il y a quand même beaucoup de jeunes d'Anderlecht qui jouent maintenant. Il y a quelques années, on disait, Anderlecht fait jouer trop de jeunes, tout ça, et c'est vrai qu'ils l'ont peut-être joué un peu tôt, mais il faut leur laisser du temps. Regarde, on voit 3 ans après, 3 ou 4 ans, enfin, les années passent vite, ils sont là. Donc c'est vraiment, on leur a laissé le temps de se développer, et tout ça, tous les Struiken, ça, on en parle depuis combien d'années? Et maintenant, ils répondent présent. Léonie, Sardella, De Bas, tout ça, c'est tous pareil, en fait. Mais donc, on va revenir sur le débat de base. Cette réussite d'Anderlecht, elle est le principal responsable de la réussite, selon vous, c'est pas Brian Riemer. Si, clairement, si. Parce que tu choisis de mettre Struiken au lieu de Léonie. Certes, c'était peut-être pas la bonne solution au départ. Mais comme il disait, c'était pas obligation, t'as mis Léonie. Mais dans le choix tactique, il a fait rentrer un Angiolo qui ne joue pas forcément beaucoup ces derniers mois. Il le fait rentrer quelques minutes. S'il le fait rentrer, il sait bien pourquoi il le fait rentrer. Surtout que c'est face à Bruges. C'est un choix 100% payant, c'est lui qui marque le but gagnant. Donc si, Riemer a vraiment fait quelque chose de fort face à Bruges. Oui, c'est en tout cas une très belle performance de la part du Sporting d'Anderlecht d'aller gagner à Bruges. Hein. C'est des performances qui sont importantes. À jouer dans des clubs qui ont des identités fortes comme le Royal Antwerp Football Club. Quand on va chercher ce type de victoire-là en déplacement chez l'ennemi, ça renforce aussi un groupe. Bah oui, non, c'est sûr que ça renforce un groupe, ça booste la confiance. Et puis pour revenir un peu à la question sur Riemer, oui, il y est pour quelque chose parce que on va partir du principe qu'à partir du moment où le chef d'orchestre est bon, l'orchestre joue bien. Donc s'il avait pas des qualités, Anderlecht ne serait pas là aujourd'hui. Et puis il serait peut-être plus sur le banc. Donc aujourd'hui, oui, il a sa part de responsabilité dans les résultats d'Anderlecht. Ça, il faut pas se voiler la face. Mais je pense que quand ça se passe bien, c'est en partie grâce à lui, mais quand ça se passe mal, c'est un peu compliqué pour lui d'aller changer les choses, parce qu'il a encore cette âme d'assistant adjoint de Brentford qui lui colle un peu à la peau, et donc il a une proximité avec les joueurs qui diffère un petit peu d'un type de managérial qui serait par exemple celui d'un Van Azebroek, où quand il faut rentrer dans les joueurs, bah voilà, il rentre dedans, alors que quand il est, je dirais, à fond sur les joueurs, moi de ce que je peux vous dire en tout cas, il est très proche d'eux, il leur parle énormément, etc. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on a vu avec le joueur français Alexis Flips. Quand il ne compte pas sur eux, il le laisse un petit peu à l'écart. Et forcément, ça devient compliqué. Ça, c'est bien quand ça marche. C'est ce que je dis encore. Mais si ça marche pas, derrière, en termes de gestion d'entraîneur, Cédric, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que quand, par ma petite expérience, ce qui est le plus compliqué, c'est pas de parler à ceux qui jouent. C'est de faire comprendre à ceux qui jouent pas pourquoi. Et je pense que ça, c'est important. Il faut être proche des joueurs, mais en gardant quand même une certaine distance, à être à l'écoute. En fait, un entraîneur, pour moi, aujourd'hui, c'est plus comme un entraîneur. C'est un père, c'est un psychologue. On a plusieurs fonctions. Mais il faut quand même, voilà, pour moi, se garder ce côté humain. Et c'est très important. Jürgen Klopp est très proche de ses joueurs. Ancelotti est très proche de ses joueurs. Guardiola est très proche. Mais ils ont quand même aussi ce côté où, quand il faut taper sur la table, ils tapent, quoi. Et je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, fait la valeur des grands entraîneurs. Clairement. Dis-moi. Ouais, tu parles de cette approche de Riemer qui est très proche avec les joueurs, etc. Mais t'as la même chose avec Blessing. Tu le vois quand un joueur sort. Ouais, c'est ce que t'as dit. Quand un joueur sort, je l'ai encore vu cette semaine. Quand un joueur sort,
pour remplacer par un autre, il le prend dans ses bras, il est vraiment très proche, même s'il a fait un mauvais match ou s'il a pris une rouge, je me souviens, je sais plus qui avait pris une rouge, je pense que c'était Van Hout, il a pris une rouge, il l'a pris dans ses bras, tu vois, il a vraiment une proximité avec les joueurs, et je pense que c'est l'approche qui marche le mieux avec les équipes, quoi, avec les clubs. On remarque également, tu parlais de Jürgen Klopp, il y a évidemment, tu l'as dit, l'assimilation, forcément, avec Alexander Blessing, ils se sont rencontrés en UEFA Europa League dans la phase de groupe, donc il y a toujours ce truc-là. En tant qu'entraîneur, est-ce que tu n'incarnes pas aussi à ce niveau-là, et quand tu as des jeunes joueurs surtout qui sont à très fort potentiel, la fameuse figure paternelle pour venir un petit peu parfois être méchant quand il le faut, les remettre à leur place, mais aussi, je dirais, être le papa gâteau aussi dont ils peuvent avoir besoin dans certains moments de match ou à certains moments de la saison. Mais bien sûr, surtout avec les jeunes, il faut faire preuve, mais comme un père, hein, c'est-à-dire quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire aussi, et quand ça va pas, il faut punir entre guillemets, hein, façon de parler. Mais c'est sûr que il faut être tout le temps à l'écoute du joueur et comprendre aussi pourquoi ça va pas. Parce que on voit les joueurs de foot, voilà, tout le monde voit les joueurs de foot bien payés, bien coiffés, les belles voitures, enfin tout ce qui va avec la belle vie, mais on voit pas la vie personnelle. Peut-être qu'il y en a, ils ont des problèmes avec leur maman, leur papa, et ça, l'entraîneur doit aussi le savoir et doit rentrer dans cette discussion-là pour comprendre le pourquoi du comment ça va pas en ce moment. Et je pense que ça, c'est important pour tous les entraîneurs. Je donne pas le conseil, hein, mais évidemment. C'est ce que je ressens moi, qu'aujourd'hui, voilà, un entraîneur doit dépasser ses fonctions d'entraîneur. Ça va pas être quelqu'un de rigide ou qui soit dictateur et qui dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et moi aujourd'hui, les entraîneurs, c'est coach, c'est Cédric, c'est tu, c'est vous. Et je leur ai dit, le tutoiement n'empêche pas le respect. À partir du moment où il y a un respect, on a gagné, quoi. D'ailleurs, cette approche, est-ce qu'on peut avoir la même approche que toi tu as dans un niveau comme la Nationale 1, avec une approche en D1, en pro? Est-ce qu'on peut avoir la même proximité avec les joueurs ou pas? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on... Enfin, ça, je me pose. On peut avoir la même approche. La même approche, on peut l'avoir. Maintenant, il faut voir considérer les joueurs autrement. Au niveau de l'exigence, moi j'ai des joueurs qui travaillent. Donc aujourd'hui, si on fait une séance athlétique le soir, le mec il vient de faire, je sais pas, monter un mur ou truc comme ça. Si ça va pas à un moment donné, je vais lui dire, écoute, dis-moi, si ça va pas, on calme un petit peu. Un pro, c'est son métier. Ouais. Un pro, il faut être assez rigoureux, exigeant. Voilà. Mais l'approche, elle est toujours là. Je veux dire, l'approche, ça reste des êtres humains. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est que j'ai eu des coachs comme Felice, qui étaient très proches, et j'ai eu des coachs pourtant contre qui j'ai joué, mais que je respectais, qui était Gourvenec. Gourvenec, je jouais contre lui, on se tutoyait tout. À partir du moment où je suis passé coach, il est passé coach et moi joueur, c'était coach et vous. Hein. Ah, ok, d'accord. C'est fou ça. Il avait fixé ces trucs. Mais ça, c'est quelque chose, voilà. Après, faut être intelligent et le respecter. Mais voilà, je pense que en étant entraîneur, il faut avoir plusieurs flèches à son arc. Et parce qu'il y a des joueurs qui vont te tutoyer, d'autres qui vont te vouvoyer. Mais tant qu'il y a du respect, c'est le plus important. Un petit mot quand même sur le club de Bruges, parce qu'on ne peut pas passer à côté de l'information de ce week-end. Ils sont à 20 points de l'Union Saint-Gilloise. C'est absolument énorme, Xavier. On parle de 20 points de retard. Alors d'accord, il y a les playoffs 1. Vous allez me dire, les points sont divisés par 2. Mais là, maintenant, est-ce qu'on peut acter le fait que c'est fini pour le titre pour le club de Bruges ou pas? Parce que 20 points, c'est beaucoup. C'est très très compliqué en tout cas. Après, ça peut aller très très vite, surtout avec les playoffs, que tu joues que contre des concurrents directs, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça semble très 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 compliqué. Mais j'ai pas envie de dire jamais, parce qu'on sait jamais, surtout en Belgique. Je suis un peu d'accord avec toi. Impossible. Je vois impossible. Vraiment, mais clairement, je vois vraiment pas le club de Bruges revenir. Pas de titre pour le club de Bruges. Pas du tout, surtout qu'il y a deux candidats. Enfin, l'Union c'est le candidat numéro 1 et t'as Anderlecht, donc il faudrait vraiment quasiment tout gagner pour éventuellement être champion. Non, franchement, j'y crois pas du tout. T'y crois pas du tout? Non, pas du tout. Surtout après la prestation encore de ce week-end. Non. Vraiment. Catastrophique. Tu peux en parler 2 minutes si t'as eu deux, trois analyses, parce que effectivement, ce qui est dingue dans ce club de Bruges, c'est que dans le milieu de terrain, ce qui faisait leur force, notamment avec Van Aken en Ligue des Champions il y a de cela quelques années, n'existe plus dans la créativité. Il y a un manque de créativité, un manque de fraîcheur dans cette équipe. Ouais, mais même défensivement, j'ai pas trouvé ça bon. Mechele encore en dessous. C'est vraiment tout ou rien. Et même le côté gauche, meilleur. C'est vraiment plus le même joueur que la saison dernière, même s'il joue pas forcément à sa position de prédilection. Mais même, il joue à gauche défensivement, et t'as Anoussa avec lui devant lui.
Nusa il défend pas, enfin c'est pas que de sa faute, mais vraiment la totalité de cette équipe, comme j'ai déjà dit précédemment et plusieurs fois, c'est vraiment l'individualité. Ils jouent pour eux, pour leur carrière et pas forcément pour le club. Et c'est ça le problème actuel du club de Bruges. Allez, mon cher Cédric, on va passer maintenant à ton ancien club, évidemment l'Union Saint-Gilloise. On part bien sûr sur cette rencontre contre le Standard de Liège qu'ont gagné les jaunes et bleus. Comment définiriez-vous la défaite des Liégeois dimanche face à l'Union? Je vais poser la question à Thomas parce que je le vois qui sourit tout de suite. Bah, malheureuse dans un certain sens parce que, comme on le disait en off, c'est potentiellement l'un des meilleurs matchs du Standard cette saison. Mais c'était pas fameux non plus, donc ça en dit long aussi sur le fait que ce soit l'un des meilleurs matchs de la saison. Mais non, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de l'Echo d'avoir opté pour 2 attaquants. C'était peut-être pas forcément la meilleure solution face à cette équipe de l'Union, mais c'était un bon test et je pense qu'il devrait continuer à jouer là-dessus. Mais bon, on a vu le poteau de Yeboah. S'il rentre, je pense que le match change complètement parce que après les buts de l'Union arrivent, c'est un penalty. Et juste après, t'as la belle finition de Eckert à Yensa. Ils ont eu un peu de chance quand même. L'Union, c'était surtout très efficace. Avec un groupe, encore une fois, qui tourne. C'était un vrai turnover. Oui, voilà, c'est l'équipe B de l'Union presque. Enfin, j'exagère. Non, mais là, t'abuses quand même. Dorgas, il jouait pas. Amoura, il jouait pas. Enfin. Ouais, mais bon, pour moi, quand t'as un Amoura sur le banc, il jouait pas non plus. Toi, t'as déjà 3 jours, c'était 11 Amoura, titulaire. joue pas. Amoura, il est rentré en deuxième mi-temps. Ouais, il est rentré, mais je veux dire, moi, les joueurs qu'on a sur la pelouse, j'ai du mal à dire c'est des bons joueurs, mais je veux dire, c'est pas le 11 type, c'est pas l'équipe type, mais bon, il y avait quand même Puertas, le maître à jouer, donc qui a joué qu'une mi-temps. Ouais, parce que c'était 2-0, mais je pense que si c'est 0-0, il reste toute la rencontre. Ils sont fait peur quand même les unionistes en fin de match. Je croyais au 2-2, vraiment. Je pensais que le 2-2 allait tomber à un moment donné, tu ressentais ce stress et surtout qu'ils avaient vécu la même chose face à Westerlo il y a quelques semaines avec le penalty un petit peu litigieux et Blessing était très il était pas content par rapport à ça, mais j'ai eu peur pour l'Union, je pensais que le 2-2 allait tomber. Mais on se souvenait aussi des déclarations de Florian Holzbeek, le journaliste de Wallfoot qui était chez nous ici, qui disait on peut pas jouer le titre et jouer l'Europe à la fois. On se rappelle de Michel Prudhomme sous la Gantoise qui avait dû laisser tomber l'UEFA, à l'époque c'était l'UEFA Europa League, de la Gantoise pour aller chercher le titre en 2015. C'est quelque part aussi ça le défi auquel va devoir faire face Alexander Blessing. Comment est-ce qu'on gère la compétition nationale, la coupe, puisque va y avoir un match de coupe important. À mon avis, ils vont passer, Bruges va y aller, parce que physiquement, en termes de, voilà, ils sont éreintés, ils enchaînent beaucoup, et je pense qu'à un moment donné, pour aller revenir sur un score qui déjà n'est pas favorable, en termes d'énergie, il faut aller chercher quelque chose en plus, c'est très compliqué. Et puis évidemment, la priorité de cette équipe de l'Union Saint-Gilloise, qui est le championnat, en fait, Thomas. Ouais, mais ils ont beaucoup de points d'avance comparé aux 2 saisons précédentes. Enfin, je sais même pas si les saisons précédentes, je me souviens plus s'ils étaient premiers ou pas, mais peu importe, là, ici, ils ont quand même beaucoup de points d'avance. Donc, je pense que ça fera déjà la différence aussi. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus enfin, ils peuvent faire des erreurs, c'est ça qui est plutôt bien dans leur position aujourd'hui. Et, non, moi, je pense qu'ils doivent vraiment, comme on le disait la semaine dernière avec Gaëtan, ils doivent pas calculer, ils doivent vraiment jouer leur truc, ils jouent comme ils font. Moi, je pensais honnêtement qu'ils allaient peut-être laisser tomber l'Europa League, la Conference League, pardon, contre Francfort, mais on a clairement vu qu'ils étaient là pour aller le plus loin possible. Donc, non, je pense qu'ils doivent pas calculer, continuer. Mais est-ce que c'est l'état des choses naturelles quand on a un enchaînement comme ça, Cédric, de perdre des points? Bah, ça reste des compétiteurs, les joueurs. Donc, ils peuvent être sur 3, 4, 5, 6 tableaux, ils donneront le maximum à chaque fois. Après, c'est une gestion à avoir. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, quand on voit le match contre le Standard, qui avait une équipe très remaniée, ils sont allés gagner contre le Standard, qui est quand même un club en Belgique. Le match le mercredi à Francfort, où ils ont été exceptionnels. Donc aujourd'hui, pourquoi, si tout se passe bien, pourquoi peut-être le fait de perdre un match en Europe, en Conference League, ou de laisser un truc, ça va peut-être enrayer la machine. Là, ils sont sur une dynamique de victoire, et ils sont habitués à jouer tous les 3 jours. Est-ce que si demain il n'y a plus le match de la Coupe d'Europe, est-ce que ça va pas déstabiliser un peu Moi, je pense qu'aujourd'hui, tant qu'ils peuvent et que ça fonctionne, aller au bout, quoi. Mais profiter peut-être de l'ambiance peut-être aussi négative du côté de Bruges pour aller chercher justement un résultat positif. Mais il va falloir faire la double accélération. Ah, tu te rappelles, évidemment, à la grande époque de Mark Cavendish. Alors, on parle de cyclisme, évidemment, mais la double accélération de Mark Cavendish à l'époque où c'était un grand sprinter, il arrivait à faire la différence. Est-ce que, en termes de jus, en termes de fraîcheur, dans le banc de l'Union, il y a cette ressource-là
pour aller gagner ce match qu'ils ont perdu, on le rappelle, hein, 2-1 à l'aller. Est-ce que, en plus de tout ce qu'ils ont à faire, gérer le statut de leader, jouer en Conference League, qui est un match important en plus face au Fenerbahçe, le poids physique, etc., ils vont en plus pouvoir faire la passe de 2 et aller gagner non pas 1-0 mais 2-0 pour se qualifier contre le club de Bruges. On parle de ça, hein. Ouais, mais le truc c'est qu'ils font depuis le début de saison, ils sont dans cette position depuis le début de saison et à chaque fois on dit ils vont lâcher des points, ils vont faire tomber le truc et tout, mais non, franchement non, ils gèrent vraiment bien. Et justement en parlant de gérer, la gestion de ce groupe, donc c'est vraiment tous les mérites vont vers Blessing. La gestion de ce groupe sont vraiment très, enfin elle est très bien gérée parce que il arrive vraiment à mettre des joueurs qui ont quasiment la même qualité du joueur qui est titulaire de base. Et encore, comme tu disais, Portos est sorti à la 60e minute. Il a fait sortir pour le faire souffler, pour lui donner du repos. Donc vraiment, la gestion de A à Z depuis le début de saison, je la trouve remarquable du côté de Blessing. Allez, on va parler du Standard de Liège maintenant. Le Standard de Liège qui n'a pas fait un si mauvais match que ça face aux Jeunes Bleus. Globalement, quand on regarde la situation dans laquelle se retrouve le Standard et surtout ses opposants, est-ce qu'on peut dire que c'est la moins pire des pires équipes, Thomas? Oula, très simplement, est-ce que le RSCL sera sauvé des playdowns à cause de la faiblesse de ses concurrents directs dans la lutte pour le maintien? Compliqué, hein, parce que ouais, je dirais oui, parce que Charleroi c'est quand même, on l'a encore vu contre Genk, c'est quand même très limite. Et Louvain, c'était plutôt bon face au RWDM, mais ils ont pas pris les 3 points non plus, alors qu'ils auraient dû les prendre, parce que là ils vont jouer contre Bruges et l'Union. En fait, vraiment, on sait pas, ça peut vraiment aller dans tous les sens, parce que les programmes des 3 équipes, chaque équipe doit encore jouer contre une grosse équipe, Standard contre la Gantoise. Charleroi doit jouer contre une grosse équipe encore, je sais plus. Ils joueront très certainement le dernier match contre la Gantoise. Ouais, je pense aussi la Gantoise. Voilà. Et après, il y a Louvain qui joue contre Bruges et contre l'Union, donc c'est vraiment très chaud. Après, les 3 autres, je pense qu'on peut déjà... Ils sont déjà ils sont dans, mais même RWDM et Eupen, désolé, ils sortiront pas de ces playdowns. Le RWDM, c'est quasiment acté. T'es d'accord avec ça, Xavier? Ouais, je pense. Le souci, c'est que malheureux, qu'ils avaient bien commencé la saison et au final, tout s'est écroulé, on va dire, dans la deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que je pense que eux, c'est acté, parce que malheureusement, pour le moment, ils produisent pas forcément grand chose. Avant, ils produisaient beaucoup de football offensif, ils marquaient beaucoup, et malheureusement, défensivement, ils faisaient des grosses erreurs qui leur coûtaient beaucoup de points. Mais maintenant, c'est même devant qu'ils finissent pas forcément les actions. Est-ce que le Standard n'a pas justement cet avantage qui est quelque part un peu inédit dans le malheur qui est le leur, d'avoir vraiment des équipes qui individuellement sont beaucoup plus faibles qu'elles. Oui, quand on regarde le club de Charleroi, bon, je sais que tu as joué, Cédric, et effectivement on va y venir, mais c'est compliqué quand même pour les Zèbres dans le jeu, dans l'esprit, même dans l'énergie qu'il y a dans ce club. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les 4 derniers qui sont si faibles que ça par rapport aux autres, quoi. Il y a vraiment, j'ai un peu l'impression, une vraie, tu dis un fossé, moi j'allais dire une cassure, mais on est là-dedans, quoi. Et c'est ce qui va sauver le Standard, c'est ça que je veux dire. Bah, je pense, oui, parce qu'ils ont quand même 29 points, pardon, si je me trompe pas. Il reste encore 3 matchs, donc 9 points à prendre. Il y a 4 points de différence avec, c'est Louvain ou Charleroi non, c'est Charleroi qui est 25 qui est dans les 4 derniers. Donc ouais, il y a quand même 4 points de différence, donc je pense que, a priori, le Standard va s'en sortir grâce, comme tu le disais, à la faiblesse des autres équipes. Cédric, quand il faut, dans cette énergie de lutte pour le maintien et d'aller chercher des points très importants, quand il faut aller chercher des résultats importants, quelles sont les valeurs qu'il faut ressortir et comment est-ce qu'on doit s'armer? Bah, déjà c'est dur quand on fait une saison comme ça dans la charrette, au fond du classement. C'est compliqué psychologiquement, physiquement, enfin il y a tout qui s'amplifie. Mais voilà, je pense que les valeurs qu'il faut aller chercher, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est les valeurs de combat, de rien lâcher. Je viens d'une région où le ballon ovale est un peu plus populaire que le ballon rond, mais c'est un peu ces valeurs-là, quoi. C'est-à-dire ce supplément d'âme, de rien calculer, faire abstraction de tout le reste, et ne pas oublier de jouer au foot quand même, mais voilà, il faut avoir un supplément d'âme et essayer de s'arracher. Il reste 3 matchs. Et voilà, ne pas calculer qui on va jouer, se concentrer sur soi-même et donner le maximum pour aller chercher des résultats positifs, quoi. Et par rapport à cette défaite, Xavier, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse du côté du Standard pour les prochaines échéances? Qu'est-ce qu'on peut aller retirer de positif
qui va peut-être faire la force justement d'Ivan Leko dans les prochaines rencontres je trouve. et qui permettra le Standard de se maintenir. Comme Thomas le disait, je pense que le nouveau dispositif avec 2 attaquants, ça peut être intéressant, surtout que maintenant, t'as de quoi faire niveau attaque, alors qu'avant c'était peut-être un peu compliqué. Je trouve que Yeboah, il apporte quand même un plus, une autre alternative, donc peut-être continuer à essayer avec ce dispositif-là. Ça peut poser des problèmes aux autres équipes et c'est vraiment, je pense, dans cette direction-là qu'il faut aller. Jouer à 2 attaquants alors, c'est une clé. Après, je sais pas s'il l'a fait par rapport au fait que l'Union joue de cette manière-là, s'il a voulu avoir le même dispositif. Je sais pas si c'est quelque chose qui va continuer sur la durée, enfin sur le restant de la saison. Mais je trouve que c'était plutôt intéressant offensivement parce que justement, offensivement, le Standard c'était quand même assez compliqué. Mais bon, si tu joues comme ça, tu laisses quand même un Kawabe sur le banc. C'est un peu dommage, mais bon, après, c'est des choix à faire. Même Djenepo, il a commencé sur le banc aussi. Donc, c'est même des joueurs de taille qui ne jouent pas à cause de ce dispositif. Là où c'est intéressant, c'est que le Standard, quelque part, en tout cas les adversaires du Standard avaient une clé quand ils jouaient contre le RSCL, c'était leur laisser le ballon parce qu'ils étaient complètement stériles. Cette fois-ci, ça l'a toujours été, mais un peu moins que d'habitude. On sent qu'il y a quand même des automatismes qui sont en train de se travailler du côté du Standard, qui sont quand même intéressants. Peut-être un petit peu trop tard parce qu'on arrive bientôt à la fin de la phase classique, mais Ivan Leko met quelque chose en place qui est en train d'être de plus en plus huilé en fait. J'espère que, en tout cas, il va rester la saison prochaine. Comme ça, au moins, il peut déjà travailler sur le restant de la saison avec ce qu'il a là aujourd'hui. Et j'espère que l'année prochaine, on verra le vrai Standard, qu'on retrouvera quand même une certaine identité, aussi bien identité au niveau des joueurs que identité de jeu au Standard. Oui, c'est parce que les gens ont le prisme du résultat tout le temps dans le football. Les gens ne regardent que le prisme de résultat. Mais quand on voit cette équipe, elle progresse dans le jeu. Et parfois, les gens ont je dirais, complètement oublié. Et c'est peut-être que toi aussi, tu peux le vivre dans ton métier en disant, mais oui, ok, d'accord, on a perdu 1-0, peut-être on a perdu 2-1, mais regardez ce qui se passe dans le jeu. Dans la construction, on est en train d'avancer, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr que moi, sur les derniers matchs que j'ai vus du Standard et le match là, le deuxième mi-temps contre l'Union, il y avait du mieux. Il y avait du mieux et j'étais presque à parier qu'ils auraient pu égaliser à la fin. Mais malheureusement, voilà. Et c'est le défaut d'aujourd'hui des équipes qui sont dans le fond du classement, c'est qu'il manque de finition. Voilà. Ça marque pas assez. Et on en reviendra tout à l'heure sur Charleroi, mais aujourd'hui, c'est criard, quoi, que les équipes qui sont en bas du classement, c'est parce qu'ils ont un problème offensif, quoi. On parlait justement de Charleroi, bah oui, nouvelle défaite des Zèbres face au KRC Genk. Messieurs, c'est très simple. En quoi cette contre-performance à domicile face justement au Limbourgeois est-elle inquiétante, mon cher Thomas? C'est au niveau, enfin après c'est un problème qui est connu depuis des semaines voire des mois. C'est le problème offensif, hein. C'est quand même très grave. T'as 4 attaquants et tu marques pas de but. Il y a même pas beaucoup d'occasions de but, donc c'est très problématique. Donc ouais, le club de Charleroi va vraiment va devoir revoir son animation offensive. Mais là, je pense qu'il est un peu trop tard et comme je le disais la semaine dernière, c'est l'entraîneur. Ah, c'est l'entraîneur. Toi, tu pointes clairement Felice Mazou comme responsable. Oui, je le dis depuis des semaines. Pour moi, c'est lui le responsable. Et a priori, c'est le responsable dans le sens où Bayat n'a pas pris non plus la responsabilité de se séparer de Mazou au moment où il fallait. Déjà, de l'avoir repris, c'était pas forcément la bonne solution au départ. Comme on dit toujours, et c'est marrant parce qu'on en a parlé dans la communauté FR sur Facebook. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, faites-le. Voilà, la petite pub est faite, vous l'avez compris. On en a parlé avec plusieurs membres et supporters de Charleroi. Reprendre son ex, c'est jamais bon. Et là, a priori, c'est une bonne comparaison. Reprendre Felice Mazou, c'était pas la bonne solution aujourd'hui. Et comme le disait un des membres, on ressent la fatigue de Mazou. Je sais pas si vous la ressentez quand il parle, même dans lassitude. Oui, vraiment, dans ses conférences de presse avant match, après match, on ressent qu'il est fatigué. Et je pense que cette fatigue, il la retransmet inconsciemment à son groupe de joueurs. La situation de Charleroi, c'est quand même gravissime, hein, pour le moment. Oui, c'est gravissime, mais comme je disais, aujourd'hui, ce qui me fait peur à Charleroi, c'est que offensivement, c'est le néant. Si là, la semaine dernière, il y a 15 jours, il joue contre moi, et je regarde la télé, il est titulaire le week-end après. Elle est où la logique? Normalement, si tu vas en réserve, c'est qu'après, tu es au moins sur le banc, mais tu es pas titulaire. Alors, est-ce que les autres sont blessés et tout? J'ai pas suivi la situation. Non. Mais, là, même le message qu'on passe aux autres joueurs, attaquants, c'est-à-dire que si là, il vient, et en plus, il a marqué contre nous. Il marque, et après, il est titulaire. Ouais, normalement, c'est pas comme ça que ça doit se faire.
tu es en réserve, tu marques, ok, t'es bien, tu réintègres le groupe, t'es remplaçant. Si tu rentres, que tu fais une bonne prestation, le week-end après, tu gères. Mais là, c'est passé comme du coq à l'âne, directement. Et ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est qu'offensivement, voilà, j'ai vu, on en parlait tout à l'heure, je me souviens plus de son nom de famille. Badvi. Voilà. Qui rentre pas. Je l'ai vu faire des choses, mais je l'ai vu faire des choses, sincèrement. J'ai des joueurs dans mon équipe qui font mieux que lui, hein. Même une prise de balle, c'est compliqué. Alors, toujours, parce que moi, je reste quand même le joueur. Il y a peut-être des circonstances qui font qu'il est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ce genre de joueur qui va aider le club. Ouais. J'avais vu c'est un ami, Damien, il avait écarté parce qu'il avait dit ce qu'il pensait. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait plus se rabattre sur des joueurs comme ça. Parce que Damien, il a dit, hein, il donnerait tout pour le club. Et je pense que si tu veux te sauver, il faut aller à la guerre avec des joueurs comme ça. Et c'est vraiment un soldat à Felice. Et voilà, donc c'est sûr que... Et tout à l'heure, Thomas parlait de Felice, justement. Tu parles de cette problématique liée à Sylla. Est-ce que c'est le signe qu'il est complètement pétrifié, qu'il sait plus quoi faire? Je sais pas, parce que moi, Felice, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais là, si je juge l'entraîneur, pas l'homme, mais l'entraîneur, dans ses discours d'après-match, il est hésitant aussi, puis il se trouve des excuses. Tout le temps. Et je veux dire, c'est pas l'entraîneur que j'ai connu moi, ou qui était sûr de lui, ça allait pas, il disait. Là, alors est-ce qu'il veut, en disant ça, peut-être rassurer ses joueurs? Mais au bout d'un moment, c'est là que le père de famille doit sévir. Ouais. Et il doit... On revient sur cette fameuse discussion du père de famille, voilà, la figure paternelle. Là, il doit les prendre et leur dire, voilà, il y a deux solutions. Soit on se bat les uns pour les autres, soit parce que il y a de l'individualisme aussi, soit on se bat les uns pour les autres et on sauve le club, soit à la fin de la saison, on sera tous perdants, vous comme moi. Et je pense que aujourd'hui, il doit y avoir cette réunion, cette osmose entre tout le monde pour arriver. Qu'il a été viré ou pas viré, ça, c'est pas à moi d'en décider et je donnerai pas mon avis là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir une prise de conscience des joueurs, du staff, et je pense que voilà, ça doit être quelque chose. Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience. Quand tu dis prise de conscience, c'est conscience de quoi? Conscience du fait que ça va mal, c'est dur, quoi. La conscience et là, on est dans le bas de tableau, et la réalité, elle est totalement différente par rapport à ce qui est annoncé, par rapport aussi aux raisons pour lesquelles certains joueurs ont signé. Moi, je pense à Issa Mbenzak, en plus de ça, est un ami, mais en dehors de ça, est un joueur qui venait pour jouer la montée, qui venait pour jouer le haut de tableau. Antoine Bernier, quand il est arrivé, c'est pas ce pourquoi il a signé quand il est arrivé justement en provenance du RFC Serein. Voilà, il y a ces opportunités-là. Ces joueurs-là n'avaient pas dans leur disque dur mental voilà, c'est ça, le fighting spirit, et surtout l'idée d'aller chercher le maintien au début de la saison. C'était pas inscrit dans les lignes, c'est ça que je veux dire pour eux. Non, mais moi je me souviens l'année. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile. L'année où on a fait les playoffs avec Charleroi, on nous prédisait pas de faire les playoffs. Oui, c'est ça. Ouais. On perd les 3 premiers matchs. Mais là, Mazou, il a tapé, il a sorti le brassard. Moi, il m'a mis sur le banc, mais il est venu m'expliquer et c'est revenu. Mais je pense qu'aujourd'hui, les joueurs, ils viennent, je dirais pas en marche arrière, mais ils viennent, il y en a, ils donnent l'impression de venir, ils jouent, ils s'en foutent de ce qui se passe, quoi. Je veux dire, on gagne, on perd. Moi, l'année prochaine, si je peux me casser, je me casse. Mais ils oublient que retrouver un club quand tu es dans un club qui descend, ou qui a joué toute la saison en bas, c'est beaucoup plus difficile, c'est ce que j'explique à mes joueurs, que d'être dans un club que top 5, et que tu as joué les playoffs, et voilà. Et ça, les joueurs, ils ne comprennent pas. Et je pense que aujourd'hui, beaucoup de joueurs pensent que ça y est, ils sont pros, c'est arrivé. Mais y arriver, c'est bien. Mais y rester, c'est le plus dur. C'est ça qui est difficile. Et aujourd'hui, un joueur de foot, ça doit être 90% dans sa tête. Les qualités, à partir du moment où tu es professionnel, c'est que tu les as. Mais ce qui fait la différence, c'est le cerveau. Et au foot, tu joues avec la tête avant de jouer avec les pieds. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y en a, ils ont plus de tête. Voilà. Et justement, Xavier, je t'ai vu sourire. Est-ce qu'il y a aussi des joueurs à Charleroi qui peut-être pensent qu'ils sont arrivés, pour reprendre les propos de Cédric? Peut-être, oui, certainement. Et moi, il y a un truc, on n'en parle jamais du côté de Charleroi, et c'est vrai qu'ils jouent pas forcément bien, qu'on peut peut-être mettre en cause le coach et tout ça. Mais moi, il y a un point que personne ne parle à Charleroi et qui me pose problème, c'est que quand tu regardes le nombre de blessés qu'ils ont,
enfin, pour l'entraîneur, c'est pas évident non plus. Toutes les semaines, il doit jouer avec une équipe différente parce que toutes les semaines, il a 2, 3 nouveaux blessés. Comment tu veux créer des liens entre les joueurs, des automatismes et tout ça, si toutes les semaines, tu as 11 titulaires différents, et c'est même pas des fois du coach, c'est lui, il est obligé, parce que lui, il s'est blessé, lui, il est suspendu, lui, il est blessé, enfin. Donc, au final, du match, tu peux pas, au final, créer une bonne équipe qui s'entend bien sur le terrain. Aujourd'hui, par exemple, Damien Marc, il a joué au milieu de terrain cette semaine. Pourquoi? Parce que t'as personne d'autre à mettre pour finir. À force, toi, t'as des blessés, des suspendus. Van Klemput, je l'aime bien, mais il revient tout le temps de blessure, il se reblesse. Tu fais rentrer Knesevic, si j'ai pas de bêtises, il se blesse aussi derrière. Donc ça fait encore 2 autres blessés qu'il aura peut-être pas pour ce week-end. Au final, sans vouloir défendre Felice Mazou, il va faire jouer qui, toi, le problème? Ils ont viré le PP, hein, qui était Frédéric Renot, hein, que je connais très bien, hein, et qui pour moi était un très bon PP. Hein. Ouais. Et pourquoi? Là, ils virent l'analyse vidéo. Pourquoi? Moi, c'est ça aussi qui me dérange. C'est-à-dire, tu veux que ton club se maintienne, mais je pense que le problème, alors ce que moi je peux te dire comme info que j'ai, Cédric, c'est que il y a un problème d'influence sur le jeu de Felice Mazou, et c'est ça qui a été reproché par notamment la direction du Sporting Charleroi, et c'est ce pourquoi les deux, le fameux PP dont tu parles, Renot, et également l'adjoint, l'analyse vidéo qui prenait, selon certaines sources, trop de place, ont été virés. Parce que dans l'esprit, à mon avis, d'autres personnes, il ne décidait pas seul et il s'appuyait peut-être un petit peu trop sur ces gens-là, Felice Mazou. C'est peut-être ça. Après, il faut se poser la question, pourquoi il faisait ça alors? Alors, à la base, il a un T2, il a un T3, donc il faut se poser la question, pourquoi? Ouais. Peut-être parce qu'il est à court d'idées, comme tu le disais tout à l'heure, tout concernant le dossier Silla. Il est à court d'idées, hein. Comme je dis, on ressent sa fatigue. Et inconsciemment, il a transmis à son groupe de joueurs, et ça manque vraiment d'animation offensive. C'est ça le plus criant, comme il disait Cédric. Allez, je vais avoir besoin de vos idées à vous, messieurs, parce que c'est le moment, évidemment, de la séquence découverte, le crack, la fraude, c'est tout de suite, bien sûr, et on va démarrer Xavier. Tiens, ton crack ou ta fraude? Moi, j'ai envie de mettre en avant un jeune du côté de ma ligne, c'est Bill Antonio. Oh! Qui est titulaire depuis 3-4 matchs et tout ça. C'est un latéral droit. Il est quand même très très offensif. Bon, défensivement, il doit s'améliorer un petit peu, mais même dans la qualité de finition, je trouve qu'il est bon, alors que d'habitude, les latéraux, c'est pas forcément leur point fort. Mais quand on voit encore le premier goal qu'il met ce week-end, face avec le gardien comme ça, après un sprint de 80 mètres, il n'y en a pas beaucoup, même des attaquants qui sont purs attaquants de formation, après un sprint comme ça, ils sont pas forcément lucides devant le goal. Et lui, il la met bien à côté de Bolat et tout ça. Et depuis le début de saison, je crois qu'il a déjà mis 3 ou 4 goals. Donc honnêtement, je trouve, et il aurait pu faire 2-3 assists ce week-end, hein, parce qu'il rate encore les occasions. Donc je pense franchement que c'est un joueur qu'il faut garder à l'œil. Récemment prolongé pour 3 ans et demi. Ouais, je crois, comme ça. Voilà, jusqu'en 2027. C'est un très très bon coup de la part, encore une fois, du KV Mechelen, qui travaille très très bien, avec grande intelligence. Mon cher Thomas, ton crack ou ta fraude? Crack, hein, j'aime la fraude. J'aime pas parler des fraudes, hein, je veux pas être négatif. Non, tu te trompes, t'as oublié ce que je t'ai dit il y a 2 semaines. Moi, la fraude, elle est prête pour la saison complète. C'est ça, c'est l'arbitrage. Voilà. C'est la fraude la fraude continuelle. Voilà. Monsieur Eric Lambrecht, vous êtes la fraude continuelle. En tout cas, si on écoute Thomas, c'est pas ma faute. Mettez pas ces propos sur ma bouche, c'est Thomas, c'est pas moi. Jusqu'à la fin de saison, ce sera l'arbitrage, donc je passe naturellement sur un crack. Et c'est un jeune défenseur dont on parle pas souvent non plus parce qu'il est titulaire que depuis quelques semaines. C'est un jeune Belge d'ailleurs. On parle souvent de Jonas Pillers, on parle souvent de Zeno de Bast, mais on oublie qu'il y a aussi Zeno van den Bosch du côté de l'Antwerp, qui est vraiment excellent. Franchement, pour moi, c'est de ce que j'ai vu, pour moi, je pense que c'est vraiment le meilleur des 3. Quand on regarde ses qualités, c'est un très 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 bon joueur, et j'espère qu'il gardera sa place de titulaire, parce que le retour de Koulibaly, qui a été très bon en début de saison, il est de retour sur le banc, donc j'ai peut-être peur qu'il retrouve le banc, mais a priori, franchement, de ce que j'ai vu, c'est un super bon joueur. Un futur Diable Rouge, hein, vraiment. Alors je vais passer la transversale là, je vais te laisser réfléchir un petit peu pour ton crack et ta fraude, mais j'ai envie de vous donner mon crack, moi aussi évidemment. Je vais parler de Rein van Elden, défenseur central de 21 ans du côté d'STVV. C'est déjà la 4e fois sur les 10 dernières semaines qu'il fait partie du 11 de la semaine. C'est un joueur excellent. On a quelques petites informations bien sûr à vous donner. Il faut savoir que cet hiver, lui qui a un contrat jusqu'en juin 2024 avec une année d'option, l'option sera certainement levée de la part du STVV, donc il devrait rester
ou en tout cas jusqu'en juin 2025, prolongé d'une année supplémentaire. Il y avait déjà cet hiver un club prêt à se positionner avec une offre de 500 000 € que le STVV était prêt à accepter. Rein van Elden, c'est un joueur qui va très certainement partir cet été, donc c'est un cas très intéressant, et surtout c'est un talent. Encore une fois, aux côtés de Mats Smets, ça travaille extrêmement bien du côté de Thorsten Fink. Voilà, avec peu d'argent mais surtout beaucoup d'idées, un centre de formation qui fonctionne bien, et justement la pensée football, l'idée d'aller vers l'avant. Rein van Elden, c'est ça. C'est vraiment un défenseur central audacieux et surtout qui fait très très peu d'erreurs. À mon avis, il va très vite progresser celui-là. Ouais, on parle beaucoup des défenseurs belges qu'on en a pu ici ça là, mais franchement, on peut en citer plusieurs, hein. Spillers, De Bast, Van den Bosch, Smets et Van Elden. Je pense que le futur peut être plutôt cool. Radieux, radieux. Mais à Saint-Tron, il y a aussi l'autre, celui qui joue à côté droit maintenant, depuis le départ de Van Wessemal. Van Wessemal, toi, qui est titulaire depuis 4-5 matchs, et au final, lui, je le trouve monstrueux aussi. Hein, décidément, quelle pépinière, c'est incroyable. On en découvre chaque semaine du côté de Saint-Tron. Ouais, il y en a beaucoup à Saint-Tron. Et on parlait souvent de la stratégie et philosophie japonaise comme on a actuellement danoise du côté d'Anderlecht, mais là on sort que des Belges hein, niveau Saint-Tron, donc ouais, c'est cool. C'est bien, c'est très très bien pour le bonheur de notre football et aussi pour mettre en avant les talents, parce qu'on adore le faire dans le clubhouse. Bon Cédric, t'as eu le temps de réfléchir ou pas? Ouais, mais en fait moi je parlais sur l'ensemble un peu de la saison. D'accord. Parce que ce week-end, comme j'ai joué et tout, j'ai pas eu le temps de trop regarder pour mettre un joueur en évidence. Mais moi, je parlerai, parce qu'on en parle pas beaucoup, du Cercle de Bruges. Il faut une saison extraordinaire. Il faut une bonne saison. Ils ont le meilleur buteur. Donc, moi, franchement, puis le coach, j'aime bien aussi. Miran Muslic? Ouais, j'aime bien le coach. Ses idées de jeu et tout, c'est intéressant. Donc, moi, c'est vraiment, je mettrai ce club en avant sur le crack. Allez, ce sera donc, là, j'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est agréable. En plus, voilà, l'entouré de verre. Donc, c'est un petit clin d'œil. Et, voilà, donc, c'est bien pour le club parce que il y a quelques temps de ça, ils étaient en D1B et là, ils sont remontés. Ils font de bonnes choses, un bon travail. Depuis que le coach est arrivé, de toute manière, ils font de bonnes choses. Donc, voilà. Des jeunes talents d'entraîneurs, comme ici Cédric Forêt présent, qui sont là évidemment pour montrer aussi c'est quoi avoir des idées et pas nécessairement uniquement les statuts, les idées, le talent évidemment. On l'a primauté et ici dans le Clubhouse, on tient évidemment à te remercier d'avoir été là. Merci beaucoup mon cher Cédric, c'était un bonheur de t'accueillir dans l'émission. C'est gentil. C'est un véritable plaisir. Thomas, merci beaucoup d'avoir été là également. Avec plaisir. On se retrouve pas la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, effectivement. Par contre, la semaine prochaine, je retrouve Xavier. C'est ça. Il sera là, bien évidemment. Quant à vous, vous n'oubliez pas, comme d'habitude, votre séquence transfert, information, il y en a beaucoup. On a beaucoup de choses à dire dans Wait and See. Ce sera dans quelques heures maintenant. Vous allez voir, vous allez être gâtés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment dans le Clubhouse Football Time. On va encore s'amuser. Vous allez voir, le prochain invité, ça va encore être du lourd. On vous laisse le suspense. Mais en attendant, n'oubliez jamais, dans le Clubhouse, le football ne s'arrête jamais. Allez, à la semaine prochaine. Salut, ciao.